Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le programme spatial soviétique s'est développé à une vitesse fulgurante à la fin des années 50. Ce qui a notamment permis au bloc de marquer de nombreux points dans la conquête spatiale, avec le premier satellite lancé en 1957 et le premier homme dans l'espace en 1961. Cette même année, le président américain Kennedy a lancé la course à la Lune en offrant des moyens considérables à la NASA, pour enfin marquer une victoire symbolique américaine. L'histoire et les véhicules du programme lunaire américain sont bien connus. Leur pendant soviétique l'est beaucoup moins. Moscou a en effet déployé beaucoup d'efforts pour tenter de battre son rival idéologique dans la course à la Lune, mais en conservant une part importante de secret. Cet objectif n'a jamais pu être atteint, mais a tout de même permis le développement et le test de solutions ultra ambitieuses. La plus connue d'entre elles est la gigantesque fusée N1 qui a tenté de décoller à 4 reprises entre 1969 et 1972 sans succès. Elle a été conçue en grande partie par Sergueï Korolev qui est malheureusement décédé au milieu des années 60. La N1 concentrait le plus gros des efforts soviétiques pour tenter de remporter la course à la Lune. Elle n'était cependant pas seule en piste. À partir de 1962, Vladimir Chelomeï, un autre grand ingénieur aérospatial soviétique, a reçu l'aval de Moscou pour travailler sur une deuxième fusée géante, capable de propulser un vaisseau habité jusqu'à la Lune. Nom de code UR-700. UR est une appellation qu'on retrouve souvent dans le travail de Chelomeï. C'est par exemple lui qui a développé la fusée Proton, encore utilisée aujourd'hui, et qui était auparavant connue sous le nom de UR-500. Dans la langue anglaise, cette appellation est un acronyme de Universal Rocket, ou fusée universelle. Cette fusée, ainsi que les UR-100 et UR-200, étaient pensées pour servir à la fois de missiles balistiques et de lanceurs orbital. Une certaine standardisation des composants devait aussi permettre de faciliter la mise à l'échelle et la réduction des coûts de développement. Comme son nom l'indique, l'UR-700 devait donc être encore plus grosse que la fusée Proton. Elle était pensée pour jouer dans la même cour que la N1 ou la Saturne V. Elle devait donc être capable d'envoyer une mission habitée vers la Lune en un seul tir. Les capacités visées en orbite basse étaient d'environ 150 tonnes par lancement, soit largement plus que sa concurrente directe développée par Korolev. Dans le style de la Proton, l'architecture envisagée était assez trapue avec des étages et des moteurs répartis les uns à côté des autres, plutôt que les uns au-dessus des autres. Le premier étage aurait ainsi consisté en 3 grappes de 2 boosters, entourant 3 autres boosters qui constituaient le second étage. Les étages 3 et 4 seraient empilés par-dessus cette structure de manière plus classique. Cette conception en petits segments modulaires avait un avantage certain pour ce qui est de la fabrication. Chelomeï envisageait en effet que ces différents segments soient construits dans les centres industriels de Moscou, avant d'être acheminés par rail jusqu'à leur site d'assemblage et de lancement. Cela aurait permis d'éviter les écueils de la N1 qui nécessitaient un assemblage et un appareil industriel complexe en plein milieu des steppes du Kazakhstan. Autre similarité avec la Proton, la UR-700 devait utiliser des ergols très toxiques, notamment du diméthylhydrazine. La taille de la fusée et de ses réservoirs aurait cependant démultiplié les risques qui valent aujourd'hui des critiques à la Proton. Avec plusieurs milliers de tonnes d'ergols dans la balance, une explosion près du pas de tir aurait été une véritable catastrophe. Selon Korolev, fervent opposant au projet, la zone aurait été rendue inhabitable pour des dizaines d'années. Pour brûler ces ergols, Chelomeï avait misé sur des moteurs ultra innovants, les RD-270. Vous vous souvenez peut-être du dossier de l'espace qu'on a sorti sur le Raptor de SpaceX l'été dernier. Le Raptor est un bijou technologique pour bien des raisons. L'une d'entre elles est qu'il utilise un cycle de combustion étagé dit full flow. C'est une architecture qui est très difficile à mettre en œuvre, mais aussi très efficace, et que SpaceX commence doucement à maîtriser au début des années 2020. Avec le RD-270, les ingénieurs soviétiques cherchaient à produire le même type d'architecture un demi-siècle plus tôt. Plusieurs prototypes du moteur ont été construits et mis à feu. Certains d'entre eux ont même fonctionné à plusieurs reprises.
Tout comme le Raptor, il devait fonctionner avec une très grande pression dans la chambre de combustion, environ 260 bars. Il devait offrir une légère modularité dans la poussée et être orientable. Ergol mis à part, il aurait encore toute sa place dans un lanceur moderne aujourd'hui. Avec ses 640 tonnes de poussée, il pouvait surtout éviter à la UR700 de se retrouver avec des dizaines de moteurs au premier étage, ce qui s'est avéré problématique pour la N1. Le développement du RD270 s'est arrêté à peu près en même temps que celui de la UR700, quand il est apparu évident que la course à la Lune était perdue. Avant d'arriver à cette étape, Chelomey et son équipe ont tout de même développé toute une architecture lunaire. Une fusée, ce n'est en effet pas suffisant pour atteindre la surface de notre satellite. Il faut aussi un vaisseau. Celui conçu pour fonctionner avec la UR700 s'appelait LK700. D'une masse d'environ 150 tonnes avec tous ses ergols, il aurait nécessité la pleine capacité de son immense lanceur. À la manière de cette dernière, il était pensé comme un empilement de 3 modules. 3 blocs réservoirs moteurs pour l'injection translunaire et un autre pour l'insertion en orbite. La partie qui serait descendue à la surface aurait étrangement ressemblé à un vaisseau Apollo, avec une capsule conique et un module d'ascension cylindrique. Il aurait permis à un équipage de 2 personnes de rester une grosse semaine à la surface de notre satellite. Plusieurs composants de ce vaisseau ont eux aussi été prototypés et testés avant que la fin de l'effort lunaire ne signe la mort de son développement. Pour Chelomey, la course à la Lune n'était qu'une étape. Il pensait pouvoir rendre sa fusée beaucoup plus puissante. Pour augmenter la taille des charges utiles, voire même viser le vol habité vers Mars, une des clés de l'évolution de la UR700 aurait été l'ajout d'un propulseur nucléaire thermique dans les étages supérieurs. À partir de 1965, un tel moteur a été développé et testé par l'URSS. Il portait le nom de RD0410. Il est difficile de savoir quel niveau de maturité il a atteint, mais au moins quelques essais au sol ont eu lieu. Intégré dans la UR700, il aurait permis d'atteindre une capacité vers l'orbite basse de 250 tonnes. Une telle fusée aurait permis de lancer des missions lunaires ultra ambitieuses. Elle était ainsi pensée pour être capable d'envoyer 7 membres d'équipage par lancement et pour pouvoir délivrer les modules d'une base lunaire. Chelomey pensait aussi que la UR700 nucléaire aurait permis d'assembler un immense vaisseau en orbite basse, lesquels se seraient ensuite élancés vers Mars pour une mission de 2 à 3 ans. Il aurait logiquement été nommé MK700. On parle ici d'un vaisseau de 1400 tonnes, capable de déposer une charge utile de 250 tonnes et un équipage de 2 personnes à la surface de la planète rouge. Il aurait eu recours à la propulsion nucléaire thermique, ce qui aurait évité le besoin de fabriquer du carburant sur place, comme c'est le cas pour la plupart des architectures martiennes envisagées aujourd'hui. Cela paraît aujourd'hui complètement délirant, mais c'est le genre de projet qui était tout à fait pris au sérieux dans les années 60, côté américain et côté soviétique. Du moins, jusqu'à la fin de la course à la Lune. Chelomey a présenté le design de ce vaisseau martien aux dirigeants soviétiques en 1972. Devant l'ampleur des financements nécessaires au projet, il a été décidé de laisser tomber l'aventure martienne. En cas d'impossibilité d'avoir recours à l'énergie atomique, les équipes de Chelomey pensaient être capables de développer un lanceur chimique aux capacités semblables à la UR700 nucléaire. Ils ont commencé à la designer sous le nom de UR900. Il faut ici imaginer une fusée complètement monstrueuse, déployant plus de 12 000 tonnes de poussée au décollage, avec toujours les mêmes ergols toxiques. Cette dernière partage probablement avec la Sea Dragon américaine le titre de la plus grosse fusée jamais conceptualisée. Malgré son gigantisme, le design final de la UR700 aurait permis quelques économies, puisqu'elle était pensée pour décoller du même pas de tir que la N1. Il aurait tout de même fallu construire un nouveau centre de commande beaucoup plus éloigné pour prendre en compte l'hypothèse d'un accident avec le diméthylhydrazine. Le poste de contrôle aurait été placé à 5 km du pas de tir, de quoi épargner aux équipes de contrôle une exposition trop forte aux composés toxiques. Tout comme la N1, la UR700 va rester un de ces projets soviétiques complètement fous et très secrets dont on ne connaîtra probablement jamais tous les détails. La fusée Proton, anciennement UR500, continue de voler aujourd'hui.
mais elle pourrait rapidement prendre sa retraite avec l'arrivée de la famille Angara. Cela signera la fin de l'histoire des designs de Vladimir Chelomey et de son amour pour le diméthylhydrazine. Certains des travaux issus de l'époque de la UR700 mériteraient probablement d'être poursuivis par le secteur spatial russe moderne. On pense par exemple au moteur RD-270, très en avance sur son époque, et aux essais de propulsion nucléaire thermique, qui retrouvent une certaine popularité aux USA. Alternativement, on peut peut-être espérer que des informations plus complètes sur les travaux de recherche menés à l'époque finiront par refaire surface. Il y a bon nombre de projets absolument fascinants dans le spatial soviétique des années 60 et 70 et qui restent malheureusement très mal connus. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 21 novembre à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.